La réflexion sinologique sur la souveraineté à la chinoise ne peut pas faire l'économie d'un détour par Hobbes. Le point de départ, Jean Bodin, à partir duquel nous avons cheminé via Spinoza et Machiavel, nous amène maintenant à Thomas Hobbes. L'influence possible de la pensée de Thomas Hobbes sur la doctrine Xi n'est pas une hypothèse nouvelle. Je vous renvoie à l'article de Chen Duanghong, Sécurité nationale et Constitution, paru en décembre 2020. Je vous renvoie aussi au travail de Yuan Xuetong, etc. Donc, il est évident que Xi Jinping s'est engagé plus profondément que ses prédécesseurs sur la voie de l'absolutisme, un absolutisme qui, chez nous, renvoie à la pensée de Thomas Hobbes. La relecture de Thomas Hobbes peut s'avérer donc utile à plusieurs niveaux d'analyse. D'abord, la conception hobbésienne de l'absolutisme peut nous servir à montrer, contre la théorie montesquivienne du despotisme oriental, que l'absolutisme n'est pas une spécificité orientale, exotique. Alors, je voudrais en passant quand même faire une parenthèse sur cette théorie du despotisme oriental. Malgré les auteurs qui ont contesté cette théorie, de Voltaire à Volney, à Gros-Richard, etc., démontrant que Montesquieu n'a fait que théoriser un fantasme, eh bien, ce fantasme, rappelons-le, a la vie longue. Alain Gros-Richard a montré comment il a été entériné par les encyclopédistes. Je vous renvoie à son texte intitulé « Structure du céréal, la fiction du despotisme oriental dans l'Occident classique », paru en 1979. Et ce mythe est évidemment relayé aujourd'hui par de nombreux intellectuels, y compris au Collège de France, c'est dire s'il a la vie dure. Je vous renvoie par exemple au cycle de conférences d'An Cheng intitulé « Civilisation et barbarie ». Vous trouverez même des vidéos d'An Cheng sur YouTube qui présentent le régime chinois comme un despotisme dans les titres des vidéos YouTube d'An Cheng. Donc, de ce point de vue-là, il y a un intérêt herméneutique majeur à revenir sur ces notions pour l'assainissement du malentendu chinois, même si, ne nous faisons pas d'illusions, ça prendra beaucoup de temps. Alors, il n'est pas sûr que Hobbes soit un auteur si facile à lire, il n'est pas sûr que ce soit un bon outil en termes de communication, si vous voulez, pour entrer dans la pensée chinoise, parce que la lecture de Hobbes est polluée, chez nous aussi, et il y aurait tout un travail herméneutique, il y a tout un travail herméneutique qui d'ailleurs se fait chez certains universitaires pour dépolluer la lecture caricaturale qui est souvent faite de Hobbes. La théorie hobbésienne de l'absolutisme a un intérêt pour une théorie chinoise de la liberté et même de la démocratie socialiste, car on trouve, notamment au chapitre 21 du Léviathan, intitulé « De la liberté des sujets, une théorisation de la liberté ». L'effort pour penser la rationalité de l'absolutisme chinois présente en retour également un intérêt pour les études hobbésiennes. Je dirais qu'il y a un intérêt circulaire. Lire Hobbes pour comprendre la Chine et s'intéresser à la Chine pour relire Hobbes. C'est un petit peu le sens de ma réflexion aujourd'hui. La philosophie de Hobbes resterait encore une zone aveugle de la philosophie politique occidentale, comme le pense Pierre Manant, et comme il l'écrit dans son introduction à son enquête sur la démocratie en 2007. Et il faudrait le relire, pour au moins 3 raisons. D'abord, il faut explorer cette racine possible du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Ensuite, désamorcer le malentendu qui accompagne la réception de l'absolutisme chinois. Troisièmement, revisiter un monument de notre philosophie politique occidentale sous un angle nouveau. À côté de l'absolutisme de droit divin qui perdure tout de même dans la modernité, je pense à l'Arabie Saoudite, au sultanat d'Oman, de Brunei, à l'émirat du Qatar et au Vatican, qui se revendique aussi comme une monarchie absolue, l'absolutisme pensé par Hobbes aurait-il retrouvé en Chine
une actualité en s'incarnant approximativement dans la forme du socialisme chinois de la nouvelle ère. La question semble peu ragoûtante, puisque à la sinophobie ambiante des études chinoises, dont j'ai déjà beaucoup parlé, s'ajouterait le malaise persistant autour du nom de Hobbes, qui, bien qu'étudié comme un classique, présent dans les programmes officiels de philosophie, dans le supérieur et le secondaire en France, n'en reste pas moins marginalisé. Sa doctrine dérange. Elle serait même proprement impensable, comme en juge Pierre-François Moreau, qui écrit dans Hobbes, Philosophie, Science et Religion, paru en 1989, je le cite, « Entre les défenseurs des privilèges ou du droit divin des rois, qui fondent la parole divine ou sur l'inégalité naturelle, ce qu'ils veulent justifier d'inégalité sociale ou de pouvoir absolu, et ceux qui refusent le despotisme ou l'excès des inégalités au nom de l'égale origine des hommes, Hobbes occupe une position singulière et, pour chaque camp, impensable, car il fonde sur des prémices totalement humaines et totalement égalitaires des conséquences totalement antidémocratiques. Cette consécution n'est possible que par la rigueur avec laquelle se poursuit chez lui la dénudation du sujet du droit. » Fin de citation. Pierre-François Moreau, donc Hobbes, Philosophie, Science et Religion, paru en 1989, page 106. L'absolutisme serait impensable parce qu'il contesterait les fondements d'un paradigme démocratique. La critique de Pierre-François Moreau est incomplète ou problématique quand on la confronte à la position de Gérard Méret, qui défend, lui, l'idée que la doctrine hobbésienne de la souveraineté, héritée de Baudin, est originairement démocratique. Je cite ce propos de Gérard Méret dans Le principe de souveraineté, Histoire et fondement du pouvoir moderne, paru en 1997. Gérard Méret est aussi l'auteur d'une introduction à la traduction du Léviathan chez Gallimard, paru en 2000, et je vous renvoie sur le même thème à la page 39 de cette édition. Les études hobbésiennes montrent donc qu'il y a, au moins en France, une dispute philosophique sur le paradigme absolutiste de la démocratie. Cela ne signifie pas qu'on puisse légitimer l'absolutisme chinois, parce que celui de Hobbes fait l'objet d'une certaine dignité philosophique, mais cela affaiblit certainement la position de ceux qui veulent clore le débat sur la démocratie chinoise en la disqualifiant comme idéologie et au motif qu'elle est un absolutisme. Pour rouvrir un débat susceptible de rendre Hobbes pensable, c'est-à-dire intelligible sans jugement de valeur, et pour ajuster la dernière phrase du propos de Pierre-François Moreau au cas du socialisme à la chinoise, il conviendra donc de modifier l'adverbe totalement par en apparence et de réécrire plutôt que Hobbes fonde sur des prémices totalement humaines et totalement égalitaires des conséquences apparemment antidémocratiques. Ces conséquences ne sont antidémocratiques que du point de vue recevable, mais limité de la démocratie représentative, abusivement identifiée à la démocratie tout court, à la démocratie au singulier. On peut, à partir de là, se demander si, de son côté, la Chine socialiste, loin de tirer de son absolutisme des conséquences antidémocratiques, n'entendrait pas plutôt construire un autre paradigme rationnel, un autre modèle rationnel baudinien, hobbésien, spinoziste, marxiste, pour développer l'idée d'une démocratie absolue. Bref, un paradigme absolutiste de la démocratie. Ce régime de gouvernement est absolu en ce qu'il conçoit aussi, pour Hobbes, de fonder le droit de la nation sur le consentement du peuple assemblé, c'est-à-dire d'une totalité. Je renvoie à Hobbes, Léviathan, chapitre 18, page 290 de la collection Folio Essai.